Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence Croisière musicale en Croatie avec Dominique de Villancourt. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Katarina de Vaucorbeil, Béatrice Valla qui s'occupe des activités culturelles chez Intermed et de Dominique de Villancourt. Bienvenue. On va attendre que tout le monde se connecte. On attend beaucoup de participants aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, avant de commencer, un petit sondage. Qui est déjà parti en Croatie et qui a déjà eu l'occasion de faire des croisières musicales ou d'autres voyages musicaux avec Dominique de Villancourt? N'hésitez pas à nous le dire sur le chat. C'est en train de taper. Bonjour Patricia, bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Donc, je vous demandais qui est déjà parti avec Dominique de Villancourt. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, je vous laisse taper tranquillement. Peut-être pour commencer, une petite présentation de Dominique de Villancourt. Donc Dominique est violoncelliste et compositeur de carrière internationale. Il voyage avec Intermed depuis plus de 6 ans. Donc il fait beaucoup de voyages musicaux. Ah, Catherine, vous êtes déjà partie avec Dominique en Ouzbékistan. Ok. Et ok, super. Peut-être que ce sera la Croatie cette année. Donc Dominique a composé un opéra, l'opéra d'Apocalypse d'Icare, que vous pouvez retrouver le 25 et le 26 mai au Cirque d'hiver Bouglione. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, Dominique, sur votre carrière ou sur votre expérience avec Intermed. Je vous écoute. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, peut-être que les gens commencent à se connecter, c'est ça? On va attendre un petit peu. Mais peut-être en accueil, on peut mettre un petit extrait musical avec Dominique. Ah oui, C'est bien, voilà. On peut accueillir en musique, voilà. Se connecte, on va écouter C'est le plus important. dans une suite de Bach, la suite numéro 1, je crois. Superbe. Voilà, ce petit extrait musical pour nous mettre en condition. Et Dominique, Bach, c'est votre les suites de Bach, ce sont vos morceaux préférés?
Alors, si vous voulez, les suites de Bach, évidemment, pour le violoncelle, c'est comme la référence absolue, hein, c'est la grande référence. Moi, ça m'accompagne depuis un certain nombre d'années, j'allais dire de décennies, évidemment, où je joue toujours ces suites merveilleuses. Là, pour le violoncelle, c'est comme un chant, comme si je les chantais. Et dans les différents voyages qu'on organise souvent avec un intermède, mais aussi dans ma vie de violoncelliste, que je joue tous ces concerts que je fais un peu dans le monde entier, où je peux me permettre avec mon violoncelle, tout simplement, d'être en communion, je dirais, avec le public et de jouer ces pièces qui demandent aussi du temps, du silence. Et parfois, justement, par rapport à cette croisière que nous ferons en Croatie, eh bien des lieux qui vont très très bien en fait avec la musique, avec l'instrument soliste, voire en duo, on va en reparler, mais où on se trouve dans des villages, dans des endroits assez féeriques, enfin très très beaux de l'Adriatique pour la Croatie, et où je prends le violoncelle, je joue le violoncelle. C'est un peu privilégié. Ce sont des moments, voilà, en dehors des sentiers battus et en plus avec l'itinéraire du bateau. Mais ça, vous allez nous en parler. Voilà, Katharina va nous en parler. On va présenter Katharina, n'est-ce pas? Katharina est archiviste paléographe, spécialiste de l'Europe centrale et balkanique. Elle travaille avec Internet depuis longtemps également. Et vous pouvez retrouver Katharina en réel, puisque 2024 signe une nouveauté pour les activités culturelles. C'est le retour de nos conférences en présentiel. Donc, nous vous proposons des cafés-conférences. La prochaine date, ce sera le 28 février. Donc, avec Katharina, vous pourrez explorer la thématique de la vie et la mort des deux Yougoslavies. Ce sera le 28 février de 15h à 17h. Il reste encore quelques places seulement. Donc, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet dans l'onglet conférences et activités culturelles. Et puis, il y aura une autre conférence en présentiel de Katharina le 12 mars de 15h à 17h sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, toujours au café Standard à Montparnasse. Katharina, juste pour la conférence sur les deux Yougoslavies, très rapidement, c'est quoi le thème en fait? Alors, en fait, j'ai repris un livre qui a eu beaucoup de succès au moment des tristes événements des années 90 en Yougoslavie. Il y a un historien français qui s'appelle Paul Garde, qui avait écrit un livre que tout le monde s'est arraché parce que personne ne comprenait rien à ce qui se passait, qui s'appelait Vie et mort de la Yougoslavie. Donc, moi, j'ai surfé sur ce titre, qui a connu vraiment un moment de célébrité, et j'ai envie de dire à juste titre, même s'il y a des détracteurs. Et donc, je vais parler de la première Yougoslavie, qui est celle qui s'est construite après la Première Guerre mondiale, avec le roi Alexandre de Yougoslavie, qui a été assassiné à Marseille en 1934. Cette première Yougoslavie, elle tombe complètement en 1941, avec l'invasion par Hitler de la Yougoslavie. Et puis ensuite, il y a une deuxième construction yougoslave que les gens connaissent mieux peut-être, qui est celle qui était dirigée par Tito et qui, même après la mort de Tito, a duré jusqu'au début des années 1990. Et c'est l'éclatement de cette seconde construction qui a généré les fameuses guerres des années 90. Donc en fait, se pencher sur ça, c'est peut-être trouver des clés d'explication maintenant qu'on a un peu de recul sur les terribles événements qui se sont passés il y a maintenant pas mal de temps, mais qui sont encore assez vivaces. Bravo. Katharina, nous vous retrouverons avec plaisir le 28 février au Café Le Standard. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire sur le site internet, sur la page d'accueil, l'onglet en haut à droite, conférences et visites culturelles. Alors, on a compris que Katharina est une spécialiste des Balkans. Vous nous en parlerez lors de cette conférence, mais bien sûr pendant la croisière. Et donc, du coup, cette croisière partira le 21 septembre jusqu'au 28 septembre, 8 jours, 7 nuits. Il y aura un yacht privatisé entièrement pour Intermède. Ce sera vraiment l'occasion de vivre des échanges musicaux et des moments privilégiés avec Dominique de Villancourt et avec Katharina et aussi avec Théo. Donc, n'attendez pas. Et j'en profite. Vous avez une réduction de 100 € avant le 15 mars. Donc voilà, toutes les informations seront sur notre site internet. Je laisse la parole peut-être à Katharina qui va nous parler un petit peu des grandes étapes de cette croisière. Alors, cette croisière, elle est assez confortable et elle est assez originale.
en ce sens que normalement, quand on dit je vais en Dalmatie, on dit je vais à Dubrovnik. Eh bien nous, nous avons choisi de ne pas aller à Dubrovnik. D'abord parce que je pense que vous le savez, vous en avez peut-être fait malheureusement la fâcheuse expérience. Dubrovnik, c'est une ville où il est très compliqué de circuler, où en fait l'afflux de touristes peut être assez oppressant. Alors que nous, on a choisi une Dalmatie plus préservée du tourisme de masse et on va surtout se cantonner à la Dalmatie centrale et septentrionale. Tout à l'heure, on regardera une carte, mais en gros, on va aller de Zadar à Split. Et surtout, ce qui est la merveille quand on est sur un petit bateau, c'est qu'on va pouvoir circuler dans les îles, entre les îles. On va pouvoir, je pense, passer à proximité de la grotte bleue qui fait penser un peu à celle de Capri, à Bichevo. Tout ça, je vous expliquerai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit bateau, il permet de se faufiler dans les îles. Et les îles, c'est dans Dalmatie centrale qu'elles sont le plus nombreuses. Et vraiment, ce sont des paysages absolument enchanteurs, d'autant que l'eau est incroyablement préservée en Dalmatie. Il faut bien se dire qu'il faut en profiter. Voilà, c'est vraiment une côte magnifique et tout est fait pour que elle le reste. On pense encore aujourd'hui. Alors notre itinéraire, il commence à Split, tout simplement parce que l'avion va se poser à Split. Mais nous n'allons pas visiter Split le premier jour. Nous allons aller vers le nord, vers Šibenik. Ensuite, on va aller encore plus au nord, vers Zadar. Et puis, une fois qu'on aura été à ce point extrême de notre progression, nous aurons la chance de découvrir une presqu'île absolument magnifique qui s'appelle Primošten. Et Primošten, c'est un village sur une langue de terre, vous voyez, raccroché comme ça à la côte. Et vraiment se promener dans ce village, surtout quand on n'est pas au mois d'août avec le flot des touristes du mois d'août, c'est juste un moment absolument merveilleux. Ensuite, eh bien, nous allons nous allons prendre la mer et nous allons visiter la grande île de Hvar. Hvar, c'est l'île la plus longue de Croatie. C'est une île absolument magnifique. Vous savez, celui qui a popularisé Hvar, c'est Albert de Monaco, enfin à l'époque où il était un joyeux célibataire. Mais nous, on va pas y aller pour les boîtes de nuit de Hvar. On va y aller plutôt pour retrouver une nature intacte, préservée, et surtout un magnifique héritage Renaissance. Les citoyens de cette île, dans différentes petites bourgades de cette île, ils ont eu à cœur d'embellir leur cité et on va avoir un fil rouge pendant tout notre voyage, je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est la Renaissance en Croatie, qui a fait l'objet d'ailleurs il y a quelques années, enfin il y a maintenant 15 ans je pense, d'une grande exposition au Musée national de la Renaissance à Écouen. Et cette exposition a été unanimement plébiscitée parce que ça a mis l'accent sur les trésors artistiques qu'il y a en Croatie. Ensuite, eh bien, nous allons nous éloigner à partir de Hvar, plein ouest, jusqu'à l'île la plus proche des côtes italiennes, l'île de Vis. L'île de Vis, vous savez, c'était une île interdite à la période socialiste, tout simplement parce qu'il y avait des installations militaires top secrètes. Tout à l'heure, je vous ai mis une image où je vous expliquerai un peu. Et puis surtout, c'était une île où les habitants mouraient littéralement de faim parce qu'ils ne pouvaient pas profiter de la manne du tourisme. Et comme ils n'étaient pas très loin des côtes italiennes, ils essayaient de s'évader du paradis socialiste en barque, et certains à la nage. Donc, vous imaginez, quand on va visiter Vis, on va avoir tout ce passé, somme toute pas très lointain, qui va se rappeler à notre souvenir. Ensuite, eh bien, nous allons près de Vis aller voir Bichevo, qui est un trésor naturel. Et c'est entre Vis et Bichevo qu'on a une grotte bleue qui ressemble étrangement au phénomène que l'on peut observer à Capri. Ensuite, nous allons retourner à Trogir et à Split, dans la région de Split, et nous allons découvrir deux petits joyaux. Split, qui est une grande ville, mais dont le cœur est un cœur antique, et Trogir, dont je vais vous parler peut-être abondamment tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est pas très long comme trajet, donc on n'a pas de longue navigation, et c'est ce qui va nous permettre vraiment un peu du carpe diem, c'est-à-dire de profiter à plein de ces paysages absolument enchanteurs
et de la musique qui va accompagner notre voyage. Et le tout donc dans un bateau, un yacht entièrement privatisé pour Intermed. Ce bateau possède 18 cabines réparties sur 2 ponts, modernes et confortables. Ce sera vraiment le lieu idéal pour vivre des moments musicaux et de convivialité dont vous vous rappellerez, je l'espère. Je laisse la parole à Béatrice et Dominique de Villancourt pour vous parler un petit peu plus du plateau artistique qui vous attend. Alors, effectivement, un petit bateau qui va vous permettre de rencontrer, d'échanger avec les 2 artistes de notre plateau artistique. Bon, Dominique de Villancourt, on ne le présente plus, vous le connaissez tous, formidable violoncelliste, qui partage donc des... Ah, on a perdu Dominique, justement. Donc, qui collabore avec Intermed, qui est le partenaire de Voyage Intermed depuis 6-7 ans et qui organise avec nous de très belles croisières musicales, mais aussi les fameux voyages violoncelle dans le désert. Vous êtes peut-être parti avec lui sur différentes destinations. Et en 2024, à l'automne 2024, ce sera en Ouzbékistan, donc avec comme conférencier Stéphane Martin, que vous connaissez aussi peut-être. Un très beau voyage qui s'annonce, mais là, on n'anticipons pas, puisque là, nous sommes en train de parler de la croisière en Croatie. Et au cours de à l'occasion de cette croisière, vous rencontrerez Dominique, mais aussi Théo Hould, le nouveau prodige de l'accordéon, qui a été nommé révélation des victoires de la musique en 2023, et dont Dominique, que nous avons retrouvé, va nous parler. Est-ce que Dominique, vous voulez d'abord nous parler de Théo ou on écoute justement, on voit la petite vidéo qui servira d'introduction à la présentation? Oui, c'est la vidéo, c'est un magnifique musicien que je suis ravi de présenter. D'accord, donc on passe la vidéo, c'est ça. Allez, alors s'il vous plaît, d'accord. C'est une vidéo justement de sa prestation au cours des victoires de la musique. Théo Hould. Un vrai petit prodige de l'accordéon, donc Théo Hould. Donc vous allez nous parler un petit peu, Dominique. Donc qui est Théo Hould exactement? Ouais, c'est vraiment un magnifique artiste. Vous avez entendu là, ce Bach comme ça aussi jouer avec, je dirais, dans la tradition classique et puis en même temps avec ce look aussi qu'il a moderne, enfin jeune, assez marrant. Il joue là-dessus, mais c'est bien. Il faut que la musique soit ouverte à tous et puisse accéder à tout le monde.
Ça, c'est toujours très, très important. Et donc, voilà un artiste qui a quand même fait des études très classiques au conservatoire, ce qu'on appelle le CNSM de Paris, c'est-à-dire le Conservatoire national supérieur de musique, et où il a été formé de façon très classique avec des, des façons de jouer l'accordéon, vous voyez, c'est pas de l'accordéon de rue ou bien de l'accordéon qu'on peut trouver dans d'autres endroits ou bien même des accordéons Tzigane ou des choses comme ça. Non, c'est un accordéon très classique où on peut entendre cette musique qui va, par exemple, si on est dans une chaconne de Bach, dans une pièce comme ça, ou bien dans un concerto, ou bien, eh bien, on va retrouver donc comme si, je dirais, on écoutait un orgue. Vous voyez, on retrouve vraiment les sonorités de l'orgue quand on écoute ce genre de musique, pourtant à l'accordéon. Et c'est ce que j'ai voulu faire montrer dans cette croisière en Croatie, c'est qu'avec un accordéon, vous pourrez entendre que le violoncelle d'abord et l'accordéon se marient parfaitement, que ce sont deux sonorités très très qui sont chaleureuses toutes les deux et qui sont très complémentaires. Et nous irons depuis Bach jusqu'à aujourd'hui en passant par Tchaïkovski, par Saint-Saëns bien sûr. Voilà, on a tout un répertoire. Même il y aura du Rameau, vous voyez, donc un répertoire très classique. Et puis des choses un petit peu plus jazz, un petit peu, pourquoi pas, puisqu'il aime bien ça aussi, Théo, pour montrer un petit peu toutes les facettes que nous pouvons faire avec le violoncelle, avec l'accordéon et avec ces deux instruments ensemble. Formidable. Ouais, on attend ça avec impatience. Et donc, vous produirez tous les deux lors de concerts privés, dans des lieux d'exception. Donc, bon, bien sûr, on aura le plaisir de vous entendre au soleil du bateau, mais également lors de ces 3 concerts. Vous voulez nous en parler un petit peu de ces concerts ? Oui, parce que c'est vraiment la spécificité de ces croisières. D'abord, il faut parler du bateau. C'est vrai que Célie en a parlé très très bien. Ce bateau est un petit bateau, je dirais minuscule bateau, puisqu'il n'y a que 18 cabines. On est une trentaine, 35 maximum sur ce bateau. C'est vraiment quelque chose où c'est familial presque. Vous voyez, c'est un tout petit bateau, très très bien d'ailleurs, un nouveau bateau. J'avais déjà fait ça sur d'autres bateaux. Celui-là, c'est un nouveau qui est peut-être un petit peu plus moderne que les précédents. Et je peux vous dire que cette ambiance, ça veut dire que on va se baigner du bateau, on plonge dans l'eau et on fait entre une répétition, un concert, on peut aller se baigner avec tout le monde est là dans l'eau, c'est vraiment très très sympa. Et puis après, on écoute sur le pont sous un parasol, vous voyez, vraiment en plein air avec les montagnes. On a parlé de magnifiques presqu'îles, Catarina, d'îles que c'est très 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 exceptionnel ces îles avec un petit bateau. Vous voyez, ce petit bateau permet de rentrer dans c'est pas des fjords, mais si vous voulez, c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que des rentrées dans les ports où on peut aller jusqu'au village qui est caché, et souvent d'ailleurs les pirates s'y cachaient. Je crois que Catarina va pas me contredire pour bien être à l'abri de tous les passages et puis d'aller ensuite attaquer, si je puis dire, les Vénitiens qui passaient au large. Eh bien, nous, c'est un peu la même chose, mais nous sommes des pirates de la musique et donc nous allons sur les places des villages ou alors dans les monastères. On pourra en reparler, le couvent de Rfar, justement. On a déjà un petit peu parlé de Rfar. C'est extraordinaire d'être dans ce lieu comme vous le disiez, Katharina, où il peut y avoir un côté jet set, mais aussi plus loin, si vous allez un petit peu plus loin, il suffit de faire quelques dizaines de mètres et vous vous retrouvez dans un monastère franciscain à l'abri de tout, il n'y a personne. Personne, j'allais dire, ne connaît, mais enfin, les gens ne vont pas jusque-là et on se retrouve pour un concert à deux, ce sera avec Théo à l'accordéon et moi au violoncelle, et bien pour des moments de calme, peut-être un peu de spiritualité aussi quand même. Ce sont des moments où un petit peu à part comme ça, où la croisière nous permet de se rencontrer, de discuter, ensuite on en reparle sur le bateau. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Super, merci beaucoup Dominique, ça donne vraiment envie.
Donc pour récapituler un petit peu les informations à connaître, donc nous partirons en vol direct depuis Paris pour Split. Donc c'est le 21 septembre jusqu'au 28, 8 jours, 7 nuits, à partir de 4 090 € par personne. L'hébergement, ce yacht privatisé, comprend les déjeuners ainsi que 2 dîners sur place. Le rythme est de 2 sur 5, donc c'est modéré, c'est assez accessible pour tous. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site internet ou à contacter notre service client. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne conférence et je laisse la parole à Katharina de vos Corbeilles. Merci. Je commence là. Alors moi, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on va voir et vous présenter un peu cette région qui est incroyable d'un point de vue géographique. C'est-à-dire que la Croatie, quand on a la chance justement de caboter le long de la côte, on se rend compte que ce sont des montagnes qui tombent à pic dans la mer. Alors, je ne vais pas me lancer dans des explications géologiques parce que vous verrez, j'ai pas beaucoup écouté la géologie en classe de 4e et je pense que je vous endormirai un peu. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend très bien compte que la côte d'Almaty, c'est une sorte de massif montagneux qui a été noyé par la remontée des eaux à l'ère quaternaire. Et c'est ça qui donne un peu les caractéristiques du paysage que l'on va voir, c'est-à-dire des montagnes assez hautes, avec beaucoup de roches, on en parlera tout à l'heure, quelquefois de la végétation, mais pas toujours, et un contraste avec une eau d'une clarté absolument incroyable. Alors les gens qui aiment les plages de sable sont toujours très déçus en Croatie parce que ce sont des plages de galets ou des rochers, mais du coup ça fait une eau d'une clarté absolument incroyable, même quand on navigue très très loin. J'ai vu que tout à l'heure Dominique parlait de la possibilité qu'on a quand on a un petit bateau comme ça de se baigner à partir du bateau, et c'est un plaisir absolument incroyable parce que les eaux en plus sont d'une propreté magnifique. Alors, vous voyez, la façade maritime de la Croatie, elle fait à vol d'oiseau 450 km. Alors, entre l'Istrie, c'est ce que vous voyez tout au nord, l'espèce de presqu'île un peu triangulaire à côté du mot Croatie en rouge, jusqu'à Dubrovnik, à la porte du Monténégro, qui est l'extrémité méridionale de la Croatie. Et vous regardez la forme, la Croatie, c'est une bande littorale très étroite, puisque à la suite de l'explosion de la deuxième construction yougoslave, eh bien, on a fait une Bosnie-Herzégovine indépendante. Et j'aime beaucoup reprendre un mot d'un écrivain français qui s'appelle Jean-Marie Laclaftine, qui dit au fond la forme de la Croatie, c'est comme la gueule ouverte d'un crocodile qui voudrait dévorer la Bosnie-Herzégovine. Mais en gros, ça dit un peu malheureusement tous les malheurs de l'histoire dans cette région. Donc nous, vous voyez, on va se cantonner à une seule partie de la côte. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être la partie la plus extraordinaire de la côte, parce que la nature y est préservée. Tout à l'heure, je vous ai dit rapidement que la côte entre Split et Dubrovnik a été un peu bétonnée, il faut bien le dire, à l'ère titiste. Vous savez, Tito, qui était jugé fréquentable, il faut bien le dire, par la plupart des gouvernements d'Europe occidentale, il s'occupait tout de même des loisirs des travailleurs. Et donc, on a un peu bétonné la côte pour permettre à tout un chacun d'aller passer 15 jours sur la côte d'Almaty. Du coup, aujourd'hui, il reste un peu les traces de cette bétonisation à outrance. Mais nous, là où nous allons aller, nous allons profiter d'une nature préservée et on va aller visiter les chutes de la rivière Krka, tout près de Šibenik. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir prendre conscience de la proximité permanente de la montagne et de la mer dans cette région
de la Croatie. Donc la nature est incroyablement préservée et il faut reconnaître tout de même des petits mérites à Tito, parce que vous allez trouver que j'ai la dent très dure, mais il a très vite compris que pour le développement du tourisme, la nature, c'était un atout incroyable et il a créé des parcs naturels et ce, dès les années 1950-1960. Donc, il y a vraiment une nature qui a été préservée. Je vous dis, certaines parties, on a bétonné, mais c'était pour que les travailleurs puissent se reposer l'été, pour mieux travailler dans l'année. Mais on a compris qu'il y avait des zones absolument incroyables qu'il fallait complètement préserver. Et malgré la guerre, malgré tout cela, grâce à l'UNESCO aussi, eh bien, ces sites ont retrouvé vraiment la même qualité qu'ils avaient à la veille des événements de 1990. Alors, vous allez voir très souvent des paysages karstiques. Qu'est-ce que c'est le karst? Vous savez, vous allez très vite vous familiariser là-bas avec la langue croate qui raffole des consonnes et assez peu des voyelles. Donc, karst, vous voyez, c'est un mot croate et c'est un massif de calcaire qui démarre dans l'arrière-pays de Trieste et qui continue jusqu'à l'Albanie. Et c'est un massif très épais de calcaire qui peut, par certains endroits, avoir 1000 mètres d'épaisseur. Et dans ce massif calcaire, ce qui est très important, c'est la circulation souterraine des eaux. Donc c'est l'eau qui a tracé, vous voyez, en suivant voilà son chemin, des paysages quelquefois absolument incroyables. Alors, vous imaginez le caractère des gens quand vous voyez ces paysages karstiques. Parce qu'en fait, il n'y a que quelques petites cuvettes dans le calcaire où ils ont emporté de la terre dans des sacs, ils ont mis cette terre dans les petites cuvettes pour pouvoir cultiver, pour pouvoir avoir une agriculture vivrière. On ne parle pas de l'agriculture intensive. Et ces petites dolines, eh bien nous, on pourra de temps à autre les apercevoir. Et on va très vite comprendre ce paysage particulier qui a donné aux hommes une certaine rudesse, ou en tout cas, on dit, les Dalmates, ce sont des hommes taillés à la serpe, etc. Mais quand on voit le paysage, on comprend ce que ce paysage a imposé aux hommes qui l'ont habité. Alors, on va voir beaucoup de panoramas à couper le souffle. On s'est un peu amusé à vous mettre Dubrovnik que l'on ne verra pas, tout simplement parce qu'on sait que la plupart d'entre vous, vous avez certainement déjà visité Dubrovnik. Dubrovnik, c'est juste pour vous rappeler que c'est l'extrémité sud de la Dalmatie. Et ces panoramas à couper le souffle, mais j'ai envie de vous dire, la Dalmatie centrale et la Dalmatie septentrionale en recèlent énormément. Et en particulier, il y a un archipel, l'archipel des Kornati, un archipel d'îles pour la plupart désertes, inhabitées, à part un phare ou un hameau quelquefois, mais ce hameau généralement il est désert ou à peu près. Et cet archipel des Kornati, nous on va avoir, grâce à la taille de notre bateau, la possibilité de circuler entre les îles. Et je vous ai mis une petite citation que je trouve particulièrement heureuse de Georges Bernard Shaw qui dit la chose suivante: au dernier jour de la création, Dieu voulut couronner son œuvre, et d'un mélange de larmes, d'étoiles et de souffles, il créa les Kornati. Donc c'est un des plus beaux archipels et surtout un des archipels les plus sauvages de la région. Vous savez, la région, voilà encore une photo des Kornati, la Dalmatie compte 1185 îles et îlots. Donc vous comprenez bien que la plupart ne sont pas habités, mais la chance que nous avons, c'est que nous, l'essentiel de ces îlots, de ces îles et de ces îlots, sont dans la région que nous allons visiter. Ce qui est très amusant quand vous regardez une carte, c'est que toutes les îles sont parallèles au rivage. Mais c'est logique. Si on avait des montagnes qui ont été recouvertes par la montée des eaux, eh bien, ce qui dépasse, en fait, les îles et les îlots, ce sont les sommets des montagnes recouvertes à l'ère quaternaire. Alors, notre itinéraire, ça va être une leçon d'histoire. Vous savez, moi, ça m'amuse toujours. Ça fait des années et des années que je guide en Croatie, mais surtout sur la côte croate. Les gens, quand ils arrivent, ils pensent qu'ils arrivent un peu chez les sauvages.
Et moi, souvent, je m'amuse parce que je leur explique que c'est une région qui a peut-être été plus profondément romanisée que beaucoup des régions de chez nous. Et surtout, elle a été découverte avant par les Grecs. Les Grecs sont remontés tout le long de l'Adriatique. Jason, quand il cherchait la toison d'or, il a le premier identifié certains endroits de la côte adriatique. Ensuite, il y a eu une colonisation grecque dont on a peu de vestiges, il faut bien le dire, mais en revanche, à l'époque romaine, la mer Adriatique va jouer un rôle crucial. Dominique vous en a parlé tout à l'heure, à cause des pirates. La spécialité des gens qu'on appelle à l'époque les Illyriens, ce sont des pirates professionnels. Et avec leurs côtes très découpées, vous imaginez qu'ils peuvent tendre toutes les embuscades qu'ils veulent aux bateaux de Rome. Et c'est la raison pour laquelle Rome a colonisé cette côte de l'Adriatique. Vous voyez, tout simplement parce que la piraterie illyrienne, c'était un fléau absolu pour les marchandises qui transitaient par l'Adriatique. Et du coup, la mainmise de Rome sur la région va vous expliquer qu'on va voir des vestiges antiques à couper le souffle, malgré les destructions qu'ils ont connues. Et je vais vous expliquer ça dans la suite de cette petite conférence. Alors nous commencerons par Šibenik. Šibenik a une spécificité. C'est la seule ville qui n'a pas de passé antique. Vous voyez, la plupart des villes qu'on va visiter auront des vestiges romains. Et ensuite, elles auront joué un grand rôle à l'époque de la mainmise de la férule vénitienne sur la région. Šibenik, qui pour les Vénitiens s'appelait Šebeniko, Šibenik, c'est une ville qui a été fondée au 9e, 10e siècle par les Croates. Vous savez, nous, on a une histoire, on apprend l'histoire à l'école. Ce que je reproche un peu, c'est qu'elle est très très centrée sur l'Occident. Et ce que l'on ne sait pas, eh bien, c'est que dans les Balkans, on a, à partir du 9e, 10e siècle, des monarchies nationales qui se fondent, et souvent, et ça c'est très important, avec l'aide de Rome. Vous savez, on connaît tous le couronnement du roi Étienne de Hongrie par le pape, et on dit c'est le début, voilà, de la puissance hongroise. Mais dans le même temps, le pape regarde de l'autre côté de l'Adriatique et s'intéresse au tout jeune royaume croate. Et donc Šibenik est une création qui a été faite à l'époque de ce royaume croate. Sur la droite de l'image, vous avez une magnifique cathédrale qui s'appelle la cathédrale Saint-Jacques. Nous allons la visiter. Et cette cathédrale Saint-Jacques, c'est le manifeste de la Renaissance en Croatie. Cette cathédrale, elle est à couper le souffle, puisque vous vous rendrez compte au long de notre voyage que le matériau le plus utilisé en Dalmatie, c'est la pierre calcaire, qui est taillée d'une manière avec une maestria incroyable. Et la cathédrale Saint-Jacques de Šibenik, elle a une voûte que vous voyez en berceau, qui est constituée par des dalles plates appareillées entre elles, sans qu'il n'y ait aucune liaison, ni avec du mortier, ni avec une charpente, et c'est simplement un système de biseautage qui fait que ces dalles tiennent les unes avec les autres. Il y a un baptistère à Šibenik que nous visiterons et qui est une pure merveille. C'est de la dentelle de pierre. Les Croates, en fait, sont devant l'Éternel d'excellents tailleurs de pierre. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. La Maison Blanche, le Reichstag, tous ces monuments emblématiques de notre humanité ont été réalisés en pierre dalmate. Vous voyez, des pierres blanches qui ne prennent pas la pollution. Et donc ça, on va pouvoir, parce que justement dans la région où nous allons, il y a beaucoup de carrières de pierre. Au bout d'un moment, selon la teinte de la pierre, elle est blanche, elle est jaune, etc. De vous-même, vous direz, ça vient de Szeged, ça vient de Brač, c'est plus blanc, ou ça vient de Korčula. Et cette pierre, elle est quelquefois extraordinaire parce qu'elle est très très facile à travailler et on va voir des œuvres qui sont une véritable dentelle. Notre rade de Šibenik, elle est très importante. C'est pour ça que les Croates s'étaient installés là. Dans les années, vous voyez, on va dire au début, fin du 10e, début du 11e siècle, tout simplement parce que la rade
permet de protéger complètement le port. Et nous allons peut-être, si on a le courage, monter un petit peu dans la ville pour pouvoir apercevoir tout l'intérêt de cette rade et tout l'intérêt, bien sûr, de protection de la ville de Šibenik. Alors, juste à côté de Šibenik, on a une rivière qui arrive, et cette rivière, c'est la Krka. Il y a une petite faute, mais c'est juste parce que la prononciation croate, franchement, c'est pas un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a que des consonnes. Donc, pour comprendre, K-R-K, ça fait Krk. Et donc, au débouché de la Krka, on est juste à côté de Šibenik, on a une succession, vous voyez, de bassins de calcaire. Et selon l'heure de la journée ou la végétation à côté de ces bassins de calcaire, l'eau prend des couleurs différentes entre le vert émeraude et le bleu turquoise. Et nous allons avoir la chance de visiter ce parc national et de déambuler entre les différentes chutes d'eau. Il n'y a pas si longtemps, on avait encore le droit de se baigner dans la dernière cuvette. Mais vous voyez, ça vous montre à quel point les Croates, ils sont capables de respecter franchement la ressource naturelle, même s'ils ont perdu beaucoup de touristes, parce que quand on a décidé il y a 2 ans d'interdire la baignade dans cette dernière cuvette, ça a fait beaucoup de mécontents. Mais le gouvernement croate a tenu bon et a dit si on voulait préserver ce lieu magnifique, il fallait interdire la baignade. Alors, nous allons aller, voilà, j'ai dû louper une image, non, ça va. Nous allons aller à Zadar ensuite. À Zadar, vous voyez, j'ai essayé de mettre une église un peu en exergue, c'est l'église de Saint-Donat. SV en croate, ça veut dire Sveti, donc ça veut dire saint. Saint-Donat a des airs de l'église d'Aix-la-Chapelle, en tout petit. C'est pas étonnant, puisqu'elle a été construite à l'époque carolingienne. Et vous voyez tout autour de cette église qu'on va avoir la chance de visiter, et je pense que Dominique de Villancourt va forcément admirer la sonorité incroyable que l'on a à l'intérieur de cette église ronde. Eh bien, on a les restes du forum de Zadar. Ce forum a été bousillé, il ne faut pas craindre de le dire, en 1945 par les Alliés, puisqu'il s'agissait de bombarder les possessions, les anciennes possessions de Mussolini, qui s'était taillé la part du lion sur la côte d'Almaty. Et donc, malheureusement, il ne reste pas grand-chose du forum de Zadar. Mais ce sont des ruines très évocatrices, parce que le peu qui reste permet d'imaginer Zadar, qui était une ville romaine. Et aujourd'hui, Zadar, on voit ça comme je vais parler un peu comme comme parlent nos enfants, un spot de baignade. Mais en fait, Zadar, c'était la capitale de la Dalmatie. Et les Vénitiens ne s'y étaient pas trompés. Ils l'avaient rebaptisé Zara. Et à un moment, Zadar avait voulu regimber un peu. Les Vénitiens avaient demandé aux croisés d'aller ruiner la ville pour faire payer l'impôt à Zara. Et vous avez un monsieur qui est très mal connu chez nous, qu'on connaît en mauvaise part, c'est le croisé Simon de Montfort. Simon de Montfort, il est devant Zadar. Les Vénitiens disent aux croisés, comme vous n'aviez pas d'argent pour payer les bateaux, vous devez aller raser Zara et raser Constantinople. On est en 1204. Eh bien, Simon de Montfort va dire, moi je ne suis point chrétien pour tuer d'autres chrétiens. Et il va refuser avec ses hommes de descendre de son bateau. Et même chose, Simon de Montfort ne participera pas au sac de Constantinople. Donc vous voyez, on va croiser, quand on sera à Zadar, justement, la grande histoire. Alors ensuite, après Zadar, on va aller découvrir Kfar. Et très, très intelligemment, Dominique a dit, parce que moi j'ai commencé à dire, oui, vous connaissez Kfar grâce à Albert de Monaco qui a fait les 400 coups. Vous allez voir, on n'a pas réussi à abîmer le caractère absolument incroyable de Kfar. Et c'est vrai qu'il suffit de s'éloigner du centre, mais le centre est magnifique. C'est un bijou Renaissance, très très pur. Et vous savez, toutes ces petites villes, eh bien, elles ont procédé au XVe et au XVIe siècle, sous influence italienne, à des réfections qu'on appelait de façon un peu pédante des rénovations ou des rénovatio urbis, rénovation
de la ville. Et Hvar est typique de ces rénovations que l'on a faites à l'époque de la Renaissance. Les franciscains, selon la tradition, sont, vous voyez sur l'image à droite, en dehors de la ville. Ces franciscains, ils avaient quelque chose qui était fondamental pour les Vénitiens, c'était une grande citerne d'eau. Et les Vénitiens, quand ils cabotaient tout au long de l'Adriatique, j'aurai l'occasion de vous rappeler que les Vénitiens considéraient l'Adriatique comme leur golfe, leur mer, eh bien, ils venaient prendre de l'eau fraîche dans la citerne des franciscains. Et puis, au passage, quand ils avaient des malades ou des moribonds sur leur bateau, ils les déchargeaient chez les franciscains. C'est comme ça que Hvar, malheureusement, a eu maille à partir avec plusieurs épidémies de peste. Donc, vous voyez, toute cette histoire, on va la retrouver dans les principaux bâtiments de la petite ville de Hvar. Ensuite, eh bien, on va aller jusqu'à Vis, cette île qui a été longtemps interdite. Alors, pourquoi elle a été interdite? Parce que au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Churchill, qui aidait au départ une insurrection monarchiste anti-allemande de Draža Mihailović, a décidé d'arrêter de parachuter des armes et des vivres aux troupes de Draža Mihailović, et il a choisi Tito et ses partisans communistes. Et à ce moment-là, Tito était coincé en Bosnie, dans un réduit, attaqué par les nazis, et on ne faisait pas grand cas de l'insurrection des partisans communistes. Churchill a mis toute sa puissance pour faire évacuer Tito et son état-major vers l'île de Vis, le temps qu'ils reprennent des forces, et ensuite ils ont bénéficié de l'aide britannique pour reconquérir le pays contre les nazis. Donc vous voyez, c'est une île qui est absolument incroyable. Et Tito ne tenait pas trop à ce que l'on visite à l'époque les quartiers généraux dans les grottes qu'il avait eues pendant cet épisode. Alors nous irons ensuite enfin à Split. Split, c'est une révélation. Vous savez, Split, c'est la villa que Dioclétien s'est fait construire pour sa retraite. J'aurai l'occasion, et puis on le verra bien, de vous expliquer que Dioclétien, c'est un empereur illyrien, comme Constantin après lui, comme Aurélien et Probus avant lui, puisque à cette époque-là, eh bien, l'Illyrie fournit à Rome des soldats et des officiers d'une force extraordinaire. Et Dioclétien, c'est l'un des rares empereurs de cette époque à être mort dans son lit. Généralement, les empereurs mouraient de façon violente. Dioclétien, il s'est dit au bout d'un moment, je vais peut-être me retirer. Du coup, il s'est retiré près de sa ville natale de Salonne et il s'est fait construire une immense villa fortifiée. Dominique Fernandez, il dit que Split, à l'origine, c'est le plus vieux squat du monde. Et c'est vrai. Puisque quand Dioclétien est mort de sa belle mort, les habitants ont été en butte aux invasions barbares. Ils ont petit à petit colonisé la villa de l'empereur. Ils se sont barricadés dans l'immense villa de l'empereur. Et cette villa, eh bien, elle a servi de cœur à la ville de Split. Et la grande visite qui est fabuleuse, c'est de visiter les soubassements du palais de Dioclétien. Parce qu'en fait, les habitants, ils avaient tellement peur des barbares qui étaient autour de la ville qu'ils n'osaient pas sortir les poubelles. Et du coup, ils avaient percé des trous dans les endroits qu'ils occupaient et ils jetaient leurs ordures dans les soubassements du palais. Et en fait, ce sont ces ordures qui sont devenues de la poussière qui ont permis de préserver le palais jusqu'à nos jours. Et donc, si vous aimez un tant soit peu l'archéologie, la visite de Split et des soubassements du palais, c'est une expérience formidable. Alors, quand on est à Split, mais quand on est dans n'importe quelle ville, on va rencontrer des œuvres de Meštrović. Meštrović, on l'appelle le Rodin croate. Meštrović était un fanatique de Rodin, un admirateur inconditionnel de Rodin. Et il a fait des œuvres énormes qui sont très intéressantes parce qu'en fait, elles caractérisent l'histoire de la Croatie. C'est un expressionniste et vous allez voir, on ne peut qu'être
on n'est pas forcément séduit par la statuaire de Meštrović, mais on est forcément interpellé. Et Split, c'est la ville que Meštrović a choisie pour y édifier une somptueuse villa à l'époque où il était le sculpteur emblématique du pays. Alors, notre dernière visite, elle concernera Trogir. Merci. Trogir, c'est une petite presqu'île qui est juste à côté de Split. Et vous voyez que cette presqu'île, elle a été reliée à la terre par un pont. Ce qui est amusant, c'est que Trogir, le nom vient des Grecs. Ils l'avaient appelé Tragurion, parce qu'ils trouvaient que cette presqu'île avait la forme d'une tête de chèvre. Et ce qui est magnifique, eh bien, c'est que Trogir, regardez la photo, il n'y a aucun bâtiment moderne qui abîme la vieille cité, tout simplement parce que la cité, elle est coincée sur ce petit îlot. Et de l'autre côté, c'est-à-dire sur la droite, vous voyez des installations plus modernes, mais elles sont très récentes, parce qu'on avait une autre île derrière qui s'appelait Chiovo et qui était l'île dédiée aux lépreux. Donc les lépreux, on a su soigner la lèpre que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a commencé à construire sur l'île à côté. Donc vous voyez, on a partout nous on va voir vraiment des villes totalement préservées. Et là, ce sont des photos que j'aime beaucoup qui viennent de Trogir. Trogir, c'est un bonbon architectural. Et j'ai envie de vous dire à savourer sans modération, parce qu'en fait, on se promène dans un tout petit espace et où que dès qu'on s'éloigne de ce que j'appelle un peu les rues Kodak, c'est-à-dire les 2 rues à touristes, eh bien, on a des surprises absolument extraordinaires, des escaliers envahis de végétation ou du linge qui pend aux fenêtres et des habitants qui vivent encore de manière typique pour la Dalmatie. Donc voilà un peu les différents endroits que nous allons découvrir au cours de la navigation. Alors, vous savez, on va entendre, on va vivre avec les cloches des différents monastères, des différentes églises. Une des surprises de la Croatie, c'est comme la manière dont la religion accompagne la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en Croatie, il y a des traditions, c'est de prendre le café en terrasse. Et vous voyez les prêtres, les religieux en habits, qui prennent le café avec les habitants, un peu ce qu'on voit à Rome quand on traîne autour du Vatican. Mais ça, c'est quelque chose que l'on rencontre très facilement dans cette partie de la Croatie. Et c'est un des agréments du voyage, c'est-à-dire qu'on comprend beaucoup mieux la mentalité croate. Je vais peut-être terminer avec quelques notations beaucoup plus terre-à-terre sur la gastronomie en Croatie. Les Croates, c'est un régime méditerranéen, un peu comme le régime crétois, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les spécialistes du poisson, les poissons que l'on pêche, en particulier les loups. Alors, je crois que eux, ils appellent ça du loubine. Je crois que ça se traduit par loup, mais je sais jamais, mais c'est un très bon poisson, voilà. Vous avez toutes sortes de poissons grillés. Vous avez beaucoup, à l'époque où nous, on va y aller, eh bien, on a beaucoup de fruits. On a des marchés qui sont un régal pour les yeux. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion aussi un peu de visiter ces marchés. Et quand on veut comprendre l'influence romaine, latine sur la région, ben il suffit de voir sur les grands étals, les grandes pierres plates sur lesquelles les paysannes vendent leur production, qu'elles ont toujours des balances romaines à fléau. Et donc là, on voit que les traditions romaines sont encore très vivaces. Donc, ce que j'ai envie de vous souhaiter, voilà, c'est une belle navigation et vraiment vous inciter, voilà, à venir à ce voyage. Voilà. Merci beaucoup, Katharina. Merci beaucoup. On va vous mettre. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les poser dans le chat. En tout cas, merci. On a passé un très bon moment. C'était très intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions, peut-être si vous avez des questions sur l'itinéraire ou alors sur le bateau ou des questions d'ordre pratique ou même des questions sur ce qui vient d'être dit. C'est le moment, on vous écoute.
Moi, je peux rajouter peut-être quelque chose par rapport à ce que vient de dire Katharina. C'est tout à fait passionnant. Merci, Katharina, ça donne envie. Justement, par rapport à cette dernière photo qui est encore à savourer avec sans modération, comme vous le dites, ce qui est aussi très original dans notre croisière musicale, c'est que nous, les artistes, nous intervenons aussi sur des places ou sur des endroits de village, dans des églises aussi, où les concerts sont avec vous, avec les gens qui sont là, mais pourquoi pas avec le curé qui sort de sa paroisse en soutane et qui est en train de boire son café. Enfin, c'est arrivé et nous avons aussi donc des moments très amicaux où on parle avec la population vraiment du coin. Comme vous l'avez dit, c'est un itinéraire qui sort des sentiers battus et surtout des grands endroits où il y a tellement de monde. Là, on est vraiment dans des lieux reculés. Il n'y a pas grand monde parfois, mais il n'y a personne. Et on peut croiser de ci, de là quelqu'un qui a envie d'écouter de la musique avec nous et pourquoi pas, bien sûr, on l'invite avec les 20, 30 personnes qui sont là et nous sommes vraiment ouverts. Et c'est un des moments forts, je pense, de cette croisière qui fait que entre nous, entre musiciens, avec vous que nous connaissons mieux, eh bien, nous avons des contacts avec les Croates, avec les personnes qui sont pas si rustres que ça, mais qui ont eu un passé rude, il faut bien l'avouer, et qui sont toutes étonnées de voir des musiciens qui sortent leur instrument. Il y a un peu de soleil, on trouve de l'ombre, on se met dans un endroit sur une placette devant une façade d'église ou autre chose, et puis on écoute de la musique tout en amitié. Merci Dominique. Il y a eu quelques questions sur le chat. Patricia nous demande si on peut circuler librement en Croatie, si c'est possible. Ah oui. Alors je pense que je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours une idée de la Croatie assez étrange, parce que les Croates sont extrêmement amicaux. Les Croates, et j'aurai l'occasion d'en parler bien sûr pendant la croisière, ils se disent européens, ils sont très 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 proches de nous et vraiment alors c'est nous il y a 50 ans un peu, c'est des sociétés encore où la famille est fondamentale. Ça fait penser à la société italienne d'il y a encore 20 ans, 30 ans. La famille en Croatie, c'est absolument fondamental, mais ce sont des gens extrêmement accueillants parce que ce sont des gens qui étaient tous des navigateurs, donc ils sont habitués à l'autre et vraiment on circule comme on veut en Croatie avec une grande sécurité. Je vais être honnêtement dans ces petits endroits. Par exemple, à Split, il faut faire attention sur le marché parce qu'il y a des tziganes, mais dans les autres endroits, il y a une sécurité absolument incroyable et c'est en fait très reposant. Mais les gens sont très amicaux en Croatie et en tant que Français, on est très très bien perçus. Et une autre question de Patricia, la mer Adriatique est-elle calme ? Ah oui, alors l'Adriatique, c'est un bras de la Méditerranée. Donc, c'est une mer qui n'a quasiment pas de marée. C'est une mer qui est calme, mais je vais pas vous dire, elle est calme 100% du temps. Elle se fâche très rarement. Généralement, à l'époque où on va, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais on ne sait jurer de rien. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a des roulis dans l'Adriatique, des petits roulis. C'est pas du tout des mers déchaînées. Ça peut être désagréable, mais c'est assez rare. C'est une mer assez calme, justement parce que tous ces îlots protègent en fait la côte et qu'on n'a pas, nous, sauf quand on va aller jusqu'à Vis, on n'ira pas dans la pleine mer, on va faire du cabotage en fait, comme le faisaient les anciens. Voilà, donc c'est plutôt moi qui suis personnellement sujette au mal de mer. Dieu sait si j'en ai accompagné des croisières. J'ai eu le mal de mer au Monténégro, en Albanie, rarement en Croatie. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ok. Eh ben merci à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. On vous espère nombreux. Nombreux, il y a peu de place sur le bateau, mais au plaisir de vous retrouver, Dominique et Katharina, sur cette croisière. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous. À très bientôt. Alors, Merci. attends, Oui. pour partir, comme Dominique a fort justement remarqué tout à l'heure que le violoncelle et l'accordéon se mariaient bien, j'ai une petite vidéo, on va essayer de la passer, de Theo Huld et Lisa Strauss, donc une violoncelliste et un accordéoniste. On va voir si ça marche. Et voilà.